Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle capsule vidéo intitulée L'analyse bivariée, toujours dans la suite des séquences concernant l'analyse de données. Donc après avoir vu dans le premier chapitre analyse univariée par l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs de tendance centrale, de dispersion, de forme, de concentration, etc. Donc, on entame l'analyse bivariée qui présentera une continuité de l'analyse univariée et une préparation pour l'analyse multivariée. Donc, sans tarder, l'analyse bivariée a pour objectif d'analyser le lien qui peut exister entre deux variables. Par exemple, on a un ensemble d'exemples. Alors, le nombre d'habitants et le nombre de lignes de bus dans une ville, budget publicitaire d'une entreprise et son chiffre d'affaires. D'autre part, si on cherche à étudier le lien qui peut exister entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux, la nature des livres lus et la personnalité de la personne, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux, ou bien le lien entre la taille d'une personne et la couleur de sa peau, et le sexe de la personne et le salaire, ou bien, c'est-à-dire, est-ce que le fait d'être une femme ou un homme, ça influence la rémunération ou bien le salaire. Donc l'analyse bivariée, d'une manière brève, vise à étudier le lien entre deux variables et mettre le doigt sur la nature de liaison, la signification du lien et l'intensité du lien. Donc afin de comprendre l'analyse bivariée, on va voir un exemple très simple. Alors on suppose que vous travaillez pour un site web de e-commerce et vous avez accès à la base de données des clients du site ainsi qu'aux données de navigation sur le site. Alors, grâce aux données de navigation, alors, vous pouvez savoir quel client a consulté quelle page sur le site, combien de temps il a passé sur chaque page, etc. Alors, dans le but de créer un système ou bien un algorithme de recommandation qui proposera de nouveaux produits aux clients, alors vous décidez de faire une étude préliminaire. Alors, grâce aux données de navigation, alors, vous pouvez sélectionner un échantillon de clients qui consultent souvent les derniers produits ou bien les nouveaux produits. Alors, vous décidez alors de déterminer l'intérêt qu'elle porte au, au nouveau produit. Alors, en modélisant cet intérêt par un score allant de 0 à 10. Alors, on va essayer de modéliser d'une manière simple cet intérêt. Par exemple, si un client n'a jamais visité la page qui présente ce nouveau produit, alors vous lui attribuez le score 5. Alors, s'il a visité la page et il a acheté le produit, on va lui attribuer le score 10. Au contraire, s'il a consulté la page mais qu'il n'a pas acheté le produit lors de la dernière commande, alors c'est probablement qu'il semble ne pas aimer ce nouveau produit, alors on va lui attribuer le score à 0. Et on connaît l'âge de chaque client, donc on obtient donc un échantillon de clients caractérisé par deux variables, l'âge et le niveau d'intérêt. Alors vous décidez donc d'étudier ces deux variables séparément avec des histogrammes. Alors les histogrammes montrent que les âges sont assez bien répartis. Il y a à peu près des personnes jeunes, des personnes âgées. Quant au niveau d'intérêt, il y a également autant de personnes qui s'intéressent aux nouveaux produits que des personnes qui n'y portent pas d'intérêt. Donc c'est déjà pas mal de savoir cela, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlacer ces deux variables dans un graphique à deux dimensions. On va placer sur un graphique en deux dimensions les individus de notre échantillon. Donc, chaque point de ce graphe représente une personne. Si on place la variable âge en abscisse et celle niveau d'intérêt en ordonnée, donc un point qui sera en haut à droite représentera une personne plutôt âgée, très intéressée par un nouveau produit. Au contraire, un point qui sera en bas à gauche représentera une personne jeune n'aimant pas le produit. Alors on fait plusieurs cas sont possibles, voici deux cas du cas extrême. Alors remarquons qu'aucun de ces deux graphiques n'est en contradiction avec les histogrammes obtenus précédemment. Sauf que ici on représente les deux variables dans un même graphe et dans les histogrammes précédents on a représenté graphiquement chaque variable à part. Alors d'après ces deux graphes on peut constater que dans le cas A, beaucoup de personnes âgées aiment ce nouveau produit et beaucoup de personnes jeunes ne l'aiment pas. Ainsi, votre algorithme de recommandation devra conseiller ce nouveau produit aux personnes plutôt âgées et ne pas le recommander aux personnes jeunes. Dans le cas B, c'est l'inverse. Il faut conseiller ce nouveau produit aux personnes jeunes et ne pas le faire pour les personnes âgées. Donc, chacun de ces deux graphiques est appelé diagramme de dispersion.
Alors on a compris, on obtient en général beaucoup plus d'informations en étudiant les relations entre deux variables qu'en étudiant séparément chaque variable à part. Alors sans analyse bivariée, on aurait été incapable de savoir à qui recommander ou non le nouveau produit. Alors ici, étudier la relation entre les deux variables, c'est poser la question suivante. Sachant qu'une personne est plutôt jeune ou bien plutôt âgée, a-t-il plus de chances d'aimer ce nouveau produit? Alors étudier les relations entre les variables, c'est très important. Et pour être plus formel, la notion de relation entre variables est appelée corrélation. Dire que deux variables sont corrélées signifie, si on connaît la valeur d'une variable, alors il est possible d'avoir une indication plus ou moins précise sur la valeur de l'autre variable. Alors il faut faire attention, une liaison, même très forte, entre deux variables n'indique pas la causalité. Donc attention à l'interprétation de la relation de causalité. Dans quel sens est la relation? C'est quoi la variable à expliquer et la variable explicative? Donc il existe plusieurs types ou bien plusieurs cas qu'on va essayer de résumer. Alors le premier cas, le plus simple, où il existe un lien direct entre x et y. Alors, y la variable conséquence à expliquer et x la cause explicative. Par exemple, l'ancienneté a une influence directe sur la rémunération. Deuxième cas, c'est lorsqu'on passe par une variable intermédiaire. Par exemple, l'âge influence l'ancienneté qui elle-même influence la rémunération. Car on peut voir comme s'il y a une relation entre l'âge et la rémunération, mais à vrai dire, le lien est entre l'ancienneté et la rémunération. Car l'âge influence d'une manière directe l'ancienneté, et c'est l'ancienneté qui influence la rémunération. Alors parfois, la relation est dans les deux sens. X influence Y et Y influence X. Par exemple, la motivation et la rémunération. Plus on est motivé, la rémunération est meilleure. Ou bien dans l'autre sens, plus la rémunération est élevée, plus on est motivé. Ou bien entre chiffre d'affaires et budget publicitaire. Le dernier cas qu'on va essayer de voir, c'est un peu complexe. Dans la plupart du temps, il est invisible. Donc il faut faire attention à ce cas particulier qui se présente souvent dans nos quotidiennes. Donc on a l'impression qu'il existe un lien direct entre x et y. Et pourtant, c'est l'effet d'une autre variable qui influence les deux simultanément et crée un lien entre x et y. Alors par exemple, alimentation bio et cancer. Donc les consommateurs qui mangent des produits bio ont moins le cancer statistiquement que les autres. On ne sait pas. Autrement, est-ce que l'effet de manger bio va réduire les risques de cancer? Alors il y a probablement d'autres causes. Une autre variable, par exemple le style de vie. Alors tout simplement, les personnes qui mangent bio sont des personnes plus actives, sont des personnes qui font du sport, sont des personnes qui mangent moins, sont des personnes qui dorment tôt, etc. Donc ce sont des causes permettant de réduire les cancers, pas forcément le fait de manger bio. Alors, on va revenir à notre analyse bivariée. Alors, on suppose qu'on va faire des statistiques sur les habitants d'une ville et on souhaite connaître leur boisson préférée, café, du thé ou bien autre boisson. Alors, on a réalisé une enquête en rendant dans les cafés pour observer directement les clients et noter la boisson qu'ils ont commandée. On souhaite rassembler un échantillon de 100 personnes et pour chacune d'elles, on note la boisson commandée ou bien la boisson préférée et le nom du café dans lequel on l'a observé. Alors, on appellera ces deux variables nom café et boisson préférée. Et voici la distribution obtenue pour la variable boisson préférée. Donc, 50 personnes sur 100 ont commandé café, 30 personnes ont commandé du thé et 20 personnes ont commandé autre boisson. Alors, on a continué notre enquête en se rendant dans un café où il y a des clients. Donc, la question qui se pose, alors d'après les résultats obtenus précédemment, alors combien de personnes vous attendez vous avoir face à un thé? Alors intuitivement, on attend avoir 3 personnes. 3 fois 30 personnes. Alors 3, tout simplement car 30 personnes fois 10 fois 10 clients, ça fait 3. Et de même, on attend avoir 5 personnes avec un café et 2 personnes avec d'autres boissons. Alors la grande surprise, c'est que il y a en fait 9 personnes avec du thé et seulement une personne avec un café. Alors cela diffère beaucoup à ce qu'on attend. Donc il y a 90% de personnes qui boivent du thé. Alors c'est peut-être au hasard. Alors vous décidez de revenir régulièrement pour savoir si ce 90% se confirme de jour en jour ou pas. Effectivement, ce pourcentage reste
à peu près constant, même après de nombreuses observations. Mais vous comprenez vite pourquoi en regardant le nom du café. Alors, salon du thé luxe. Alors, vous êtes dans un café un peu spécial. C'est un salon de thé. Alors, les clients qui fréquentent cet endroit sont donc principalement des amateurs de thé. Alors, on dit que le fait d'aimer du thé et le fait de fréquenter le salon de thé luxe ne sont pas indépendants. Alors, ces deux événements ne sont pas indépendants. Alors, on s'attend à trouver une corrélation entre ceux-ci. Alors, vous vous souvenez de la question que l'on pose pour les corrélations. Sachant que l'on connaît la valeur d'une variable, peut-on avoir une indication un peu plus précise sur la valeur de l'autre variable? Donc, sachant qu'une personne fréquente le salon, bien le café salon de Telux, peut-on avoir une indication un peu plus précise sur sa boisson préférée? Oui, car sans connaître la valeur de la variable en café, boisson préférée suivra la distribution 50% pour le café, 30% pour le thé et 20% pour les autres boissons. Mais si on connaît la valeur de la variable en café, on peut avoir une meilleure indication sur la variable boisson préférée. Alors on peut résumer tout cela dans un tableau dans lequel on croise les deux variables, boisson préférée et nom de café. Alors ce tableau est appelé tableau de contingence qu'on va essayer de discuter un peu. Donc ce type de tableau a des propriétés et ses particularités. Donc chaque case a une abscisse et une ordonnée, numéro de ligne et numéro de colonne. Alors ce tableau de contingence apporte des informations comme les effectifs partiels qui apparaissent au milieu du tableau. Par exemple n de 1, c'est l'effectif qui a les caractéristiques x2, y1, avec xi varie de 1 à k, yg varie de 1 à l. Autre chose, ce sont les effectifs marginaux qui représentent tout simplement la somme des effectifs de chaque ligne et chaque colonne. Et l'effectif total, n point ou bien n, c'est la somme des effectifs marginaux des lignes ou bien des colonnes. Alors, quelques lois marginales, donc les effectifs et fréquences marginales par rapport à x, par exemple n.g. Alors, n.g est égal à quoi? C'est tout simplement sigma i égale à 1 jusqu'à k, nij. Donc, n1g plus n2g plus n3 jusqu'à nkg, c'est-à-dire n.g. La même chose pour les fréquences. Donc, f.g est égal tout simplement n.g sur l'effectif total. Alors, l'effectif et fréquence par rapport à y, c'est le même principe. Alors, on a d'autres propriétés suivantes. Par exemple, n point ou bien n est égal à quoi? L'effectif total est égal à la somme des effectifs marginaux des colonnes ou bien la somme des effectifs marginaux des lignes. Et bien sûr, la somme des fréquences est égale à 1. Alors, la moyenne, alors dans le cas d'une variable statistique à deux dimensions x, y, alors les moyens sont donnés respectivement par la formule suivante. Alors, c'est presque la même formule. X bar, donc 1 sur n sigma i égale à 1 jusqu'à k, xi fois n i point. Ce qui change, c'est au lieu de ni, on fait ni point, ce sont les effectifs marginaux des lignes. La même chose pour y, 1 sur n sigma g égale à 1 jusqu'à l, n point g fois y fois yg. Variance, alors c'est même principe, même formule, 1 sur n sigma i égale à 1 jusqu'à k, ni point xi au carré moins x bar au carré. De même pour la variance d'y. Et l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Alors les séries conditionnelles par rapport à x ou bien par rapport à y est notée par x slash yg. On dit que c'est la série conditionnelle de x sachant que y égale yg. Et nous calculons dans ce cas fréquence conditionnelle f les i sachant g. Donc f les i sachant g est égal à nij sur n.g. Par exemple, f les i égale à 1 sachant g égale à 2. Donc n1, 2 sur n.2. f les i égale à 3 sachant g égale à 2. Donc n3, 2 sur n.2. Et de même pour la série conditionnelle par rapport à y. Pour mieux comprendre ces notions, on va voir un exemple d'application. Donc le tableau ci-dessous présente les résultats
d'une étude mettant le lien entre le temps moyen passé par jour devant le téléphone portable X en heures et le nombre de livres lus pendant l'année passée Y. Donc on cherche à étudier le lien entre le temps passé devant le téléphone portable en heures et le nombre de livres lus. Alors, on a trois questions. Première question, déterminer la valeur des effectifs N23, N32, N12 et les effectifs marginaux N3 points, N.2. Calculer la valeur de la fréquence partielle, la fréquence marginale et la fréquence conditionnelle. On va essayer de voir les effectifs partiels, les effectifs marginaux, la fréquence partielle, la fréquence marginale et la fréquence conditionnelle. Et par la suite, calculer la moyenne de XY. Et surtout, essayer de donner des significations à chaque valeur. Donc on commence. Alors la première des choses, N2, 3. N2, 3. Alors N2, 2. Premier indice, ça concerne les lignes. Et deuxième indice, ça concerne les colonnes. Donc N2, 3. N2, 3. C'est 22. Donc 22 personnes ont passé 3 à 6 heures devant un téléphone portable tout en lisant sur cette année entre 26 et 38 livres. N3, 2. C'est 9. 9 personnes ont passé 6 à 9 heures devant le téléphone portable tout en lisant entre 13 et 25 livres. N1, 54 personnes ont passé 0 à 3 heures devant le téléphone portable tout en lisant sur cette année entre 13 et 25 livres. Les effectifs marginaux, N3 points, donc N3 points est égal à quoi? N3 points est égal à 74. Donc 74 personnes ont passé 6 à 9 heures devant le téléphone portable. N.2, c'est 97 personnes ont lu entre 13 et 25 livres. Alors, en ce qui concerne fréquence partielle, marginale et fréquence conditionnelle, donc on commence par F3 points. Alors F3 points tout simplement est égal à quoi? N3 points sur N point point, bien sûr l'effectif total. N3 points c'est 59. Alors 59 divisé par le total, ça fait 0,142. C'est fréquence partielle sur effectif total, donc 14,2% de la population interrogée dans cet échantillon passe en moyenne 6 à 9 heures devant le téléphone portable et en lisant entre 0 et 12 livres. Fréquence marginale, F3 points. Donc F3 points est égal à N3 points sur l'effectif total. Donc ça fait 17,8% de la population passe devant le mobile entre 6 et 9 heures. Fréquence conditionnelle, Fi égale à 2, sachant G égale à 1. Donc c'est N2, 1, I égale à 2, sachant G égale à 1. Donc N2, 1, sachant G égale à 1. Donc N.1. Alors supposons si on cherche à calculer par exemple F de 1. F de 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? N de 1 sur N point point, sur l'effectif total. Mais ici on a l'effectif conditionnel, c'est Fi égale à 2, sachant que G égale à 1. On s'intéresse à cette colonne. Donc on va faire 58 divisé par 183. Donc ça fait 31,7 de la population ayant lu entre 0 et 12 livres passe devant le mobile entre 3 et 6 heures. Alors calculer la moyenne de X et Y, donc on procède de la même manière. Donc pour calculer X, on applique la formule 1 sur N, sigma I égale à 1 jusqu'à K, XI, NI. XI, NI. Et on trouve comme temps moyen devant le mobile 3,43. C'est à peu près 3 heures et 26 minutes. La même chose pour calculer la moyenne de Y. Donc on fait 1 sur N, sigma G égale à 1 jusqu'à L, puisqu'on a les centres de classe, donc on va faire 183 x 6, plus 96 x 19, plus 78 x 32, et ainsi de suite. Donc on trouve un nombre moyen de livres qui est égal à 19,3. Alors on va essayer de revoir les exemples qu'on a vus précédemment concernant chaque catégorie. Donc chaque catégorie se diffère de l'autre. Par exemple, on a la première catégorie de variables quantitatives. Dans la deuxième famille d'exemples, on a deux variables qualitatives. Et dans la troisième catégorie, on a une variable qualitative et l'autre quantitative. Donc le fait d'analyser d'une manière bivariée la relation entre deux variables passe par la détermination de type de variable
qui détermine la méthode à choisir. Donc on commence par le premier cas, analyser deux variables quantitatives. Alors, pour analyser deux variables quantitatives, on va poser la question suivante. Alors, êtes-vous moins dépensier lorsque vous avez peu d'argent sur votre compte? C'est-à-dire, si vous avez peu d'argent sur votre compte, est-ce que vous dépensez peu? Bien, vous dépensez plus. C'est ce qu'on va essayer d'analyser. Donc, les deux variables qu'on peut tirer d'après cette question, alors sont le montant de l'opération et solde avant l'opération. On a essayé de représenter graphiquement ces deux variables dans un diagramme de dispersion. Alors, il ne semble pas que quand le solde est petit, les montants soient particulièrement petits. Il semble ne pas y avoir de corrélation. Donc, les points sont assez dispersés et nombreux. Il est donc difficile de tirer des conclusions d'après la représentation graphique. Alors, pour remédier à cela, alors les graphiques, ça nous aide, mais il nous faut un indicateur numérique qui puisse nous dire si les variables sont corrélées ou pas. On cherche à savoir si quand on a un solde X petit, on a aussi un montant Y petit. Mais petit par rapport à quoi? Alors ici, quand on dit petit, c'est par rapport aux autres valeurs. Alors, ça veut dire c'est plus petit ou plus grand que la moyenne. Alors, prenons une opération bancaire, c'est-à-dire un individu. Et notons X, c'est la valeur du solde avant l'opération, Y, le montant dans l'opération. Alors, pour mesurer si X est plus petit que la moyenne, alors on peut calculer X moins X bar. Alors cette quantité sera négative si X est inférieur à X bar et positif dans le cas contraire. De même, on peut calculer Y moins Y bar pour comparer Y à la moyenne. Alors maintenant, on va multiplier les deux. Si X est plus petit que la moyenne et que Y est plus petit que la moyenne, alors les deux termes seront négatifs. Donc, on multiplie deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Alors c'est aussi valable dans notre sens. Si X est supérieur à la moyenne et Y aussi supérieur à la moyenne, alors A sera aussi un nombre positif. Alors, avec cette multiplication, on obtient la quantité pour une seule opération, un seul individu. Mais si les montants sont vraiment petits, quand le solde est petit, et inversement, alors les A de toutes les opérations seront positifs. Et donc, si on fait la moyenne de tous ces A, on obtient donc un nombre positif. Au contraire, s'il n'y a pas de corrélation entre le solde et le montant, alors quand X sera petit, Y ne sera pas forcément petit. Y sera parfois petit, parfois grand. Donc Y moins Y bar sera parfois positif, parfois négatif. Ainsi, A est aussi parfois positif, parfois négatif. Au final, si on fait la moyenne de tous ces A, on va trouver une moyenne proche de 0. Alors, l'indicateur que nous venons de créer est très utilisé. C'est ce qu'on appelle la covariance de X et Y. Alors, ce terme vous rappelle la variance. Alors, c'est normal, elles sont similaires. Alors, effectivement, si on calcule la covariance entre X et X, alors on trouve la variance de X. Alors, on résume. Alors, si X est petit quand Y est petit, ou bien si X est grand quand Y est grand, alors si on calcule la covariance, on trouve une covariance positive. Si X et Y ne sont pas au contraire corrélés, donc on trouve une covariance proche de 0. Le troisième cas, c'est X est grand quand Y est petit, et inversement, X est petit quand Y est grand. Alors on trouve une covariance négative. Alors dans ce dernier cas, il y a une corrélation, mais on dit que c'est une corrélation négative. Alors, pour ramener la covariance empirique à une valeur qui soit comprise entre moins 1 et 1, une valeur interprétable, alors on peut la diviser par le produit des écarts types. Cette normalisation nous permet de faire des comparaisons, alors, ce qui nous donne le coefficient, appelé coefficient de corrélation, ou bien coefficient de corrélation de personnes, ou bien encore coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient linéaire, de corrélation linéaire, mesure le degré de liaison linéaire entre x et y. Alors plus r est proche, la valeur absolue de r est proche de 1, plus x et y sont liés. Le graphique de gauche. Plus r est proche de 0, alors plus il y a l'absence de liaison linéaire entre x et y. On va essayer de suivre l'exercice, toujours l'exercice
qui met les relations entre le nombre d'heures passées devant le téléphone portable et le nombre de livres lus. Alors, comme quatrième question, calculer la covariance entre x et y et interpréter le résultat. Et la dernière question, ou bien cinquième question, calculer le coefficient de corrélation et aussi interpréter le résultat. Alors, en ce qui concerne le calcul de la covariance, donc on va utiliser la formule développée et simplifiée. Donc déjà la covariance c'est moyenne des produits humains moins le produit de moyenne. Donc on a calculé déjà la moyenne de x et la moyenne de y. Ce qui reste à calculer c'est la grandeur suivante. Voilà, donc pour calculer cette grandeur, donc NI, G, XI, Y, G, ça c'est tout simplement, on va faire la somme de 66 fois 6 fois 1,5, ça fait 594, plus 54 fois 1,5 fois 19, ça fait la valeur suivante, plus 52 fois 32 fois 1,5, et ainsi de suite. Si on fait la somme de tout cela, on trouve 22 365. Son nombre à diviser par 415 moins le produit de x bar fois y bar. On trouve une covariance qui est égale à moins 12,38. Comment interpréter ce résultat? La covariance elle est négative, ce qui indique que les deux variables évoluent en sens opposé. Alors plus le temps de lecture est important, moins le temps devant le mobile est important, et inversement. Calculer le coefficient de corrélation et interpréter les résultats. Donc pour calculer le coefficient de corrélation, on utilise la formule covariance divisée par l'écart type de x fois l'écart type de y. On a déjà calculé la covariance, donc il faut calculer l'écart type de x et l'écart type de y. Pour calculer l'écart type de x, il faut calculer la variance. La variance est égale à la formule suivante. Si on applique la formule 1 sur 1 sigma i égale à 1 jusqu'à k, ni, xi au carré moins x bar au carré, donc on trouve variance de 5,27, écart type de x est égal à racine carrée de 2,29. De même, pour y, on trouve un écart type de 14,10. Donc, le coefficient de corrélation est égal à quoi? Est égal à moins 0,38. Donc, le coefficient de corrélation, il nous indique le sens de corrélation, c'est elle est négative ou bien positive, et l'intensité ou bien la force de corrélation, c'est elle est proche de 1 ou bien proche de moins 1. Donc, on peut dire que les deux variables évoluent en sens opposé avec un niveau de corrélation moyenne. Moyenne n'est pas très fort ni faible, mais on peut dire que les moyennes est négative. Alors, pourquoi coefficient de corrélation linéaire? Pourquoi il est linéaire? Alors parce que malheureusement, il ne détecte que les relations linéaires, c'est-à-dire lorsque les points sont plutôt alignés sur une ligne droite. Alors sur le graphique, alors les deux premiers graphes montrent des points bien alignés. Alors leur R est donc proche de 1 ou bien proche de moins 1. Alors sur le quatrième graphe, il n'y a pas vraiment de corrélation. C'est-à-dire connaître la valeur de x d'un point ne nous donne aucune indication sur la valeur de y. Donc R est proche de 0. Alors cependant, sur le troisième graphique, il y a une forte corrélation, mais sa forme n'est pas linéaire et R est donc malheureusement proche de 0. Alors après avoir vu comment calculer la covariance et le coefficient de corrélation, alors on va voir maintenant la régression linéaire qui est un cas particulier où le lien entre les deux variables à expliquer explicatif est une fonction droite. Alors, par exemple, si on cherche à expliquer le prix d'une maison par sa surface, c'est-à-dire la variable explicative est la surface et la variable à expliquer c'est le prix. Alors on parle d'une régression simple. Ici on cherche à expliquer le prix d'une maison par un ensemble de variables, savoir nombre de pièces, localisation avec ou sans balcon, nombre de façades, l'adresse, etc. On parle d'une régression multiple. Alors le principe est le même. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de trouver une fonction qui décrit la relation entre x et xy. Alors cette fonction est une fonction linéaire, y égale ax plus b plus y. Y c'est un terme d'erreur.
Donc l'objectif c'est quoi? C'est de trouver l'équation de la droite qui modélise le mieux ce nuage de points. Il y a un ensemble de méthodes. Alors on va essayer de terminer l'équation par la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors son principe est simple, qui se base sur le calcul des écarts carrés entre chaque point et la droite, d'où l'appellation la droite des moindres carrés. Donc pour trouver les paramètres de cette droite, donc tout simplement A est égal la covariance xy sur la variance de x, et B est égal la moyenne de y moins A fois la moyenne de x. A, ce qu'on appelle le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, une remarque concernant cette droite, MCO, qui passe par le barycentre dans notre nuage de points. Le barycentre, c'est quoi? C'est tout simplement le point G avec les coordonnées x bar, y bar, la moyenne de x et la moyenne de y. Alors, autrement, le pourcentage de variation, c'est pour évaluer plus ou moins la performance de notre modèle. On calcule un coefficient de détermination qui nous indique les variations expliquées de y par x, qu'on note R qui est égal à R, le coefficient de corrélation au carré. Donc on va comprendre ce coefficient d'après l'exemple suivant. Alors toujours dans la suite de notre exercice d'application, entre le nombre d'heures passées devant le téléphone portable et le nombre de livres lus, on vous demande de calculer le coefficient de détermination et interpréter les résultats, déterminer l'équation de la droite de régression et faire une prévision sur le nombre de livres lus pour une personne qui passe en moyenne 2 heures par jour devant son téléphone. Alors, calculer le coefficient de détermination. Alors, coefficient de détermination est égal coefficient de corrélation au carré. Donc, moins 0,38 au carré égale 0,144. C'est-à-dire que 14,44% des variations de nombre de livres lus s'expliquent par le temps passé devant le téléphone portable. Déterminer l'équation de la droite de régression, c'est-à-dire déterminer A et déterminer B, sachant qu'on a calculé déjà les différents indicateurs. Donc A est égal à moins 2,35, c'est le coefficient directeur, elle est négatif, et B est égal à 27,36, donc l'équation de la droite est égale à moins 2,35x plus 27,36. Faire une prévision sur le nombre de livres lus pour une personne qui passe en moyenne 2 heures. Donc tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, on va remplacer x par 2. Et on trouve 22,66. Donc la personne qui passe en moyenne 2 heures devant le téléphone portable lit en moyenne entre 22 et 23 livres. Alors maintenant, on va essayer d'analyser une variable qualitative et une variable quantitative. Alors le montant d'une opération est-il différent d'une catégorie de dépenses à l'autre? On s'intéresse à étudier le lien entre le montant d'une opération et la catégorie. Donc tout d'abord, voici un graphe permettant de représenter les relations entre variables qualitatives et une autre quantitative, c'est la boîte à moustaches. Les points rouges au milieu de chaque boîte à moustaches représentent la moyenne des valeurs. Alors on voit ici que les montants sont très différents d'une catégorie à l'autre. Par exemple, les montants de dépenses de transport sont plus élevés et plus dispersés que ceux des facteurs téléphoniques. Mais ce qu'on va essayer, c'est de vérifier cette affirmation par des chiffres. Donc, on va essayer de calculer le rapport de corrélation. Alors, le rapport de corrélation est un indicateur statistique qui mesure l'intensité de la liaison entre une variable quantitative et une variable qualitative. On suppose que x est la variable qualitative, y est la variable quantitative. Donc le rapport de corrélation est égal à la formule suivante. Donc en bref, le rapport de corrélation est égal à quoi? Est égal à variation interclasse sur les variations totales. C'est-à-dire somme des carrés interclasses sur la somme des carrés totales. On va essayer de simplifier cette formule. Donc y c'est tout simplement la moyenne marginale, yi c'est la moyenne conditionnelle, YG, c'est tout simplement les valeurs de la variable Y. Donc, état 2 est compris entre 0 et 1, plus état 2 est proche, c'est-à-dire plus le rapport de corrélation est proche de 1, plus le lien entre les deux variables est fort, et inversement. Un exemple d'application pour mieux comprendre. Donc, le tableau suivant présente la distribution des notes de 200 étudiants de la section A par sexe. On a le sexe femme et homme. On a les notes
sous forme de classes 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15 et 15 à 20. Donc on vous demande d'étudier le lien de dépendance entre le sexe et la note. Autrement dit, calculer le rapport de corrélation et interpréter les résultats. Alors, voilà la formule permettant de calculer le rapport de corrélation. Donc, la première des choses qu'on va calculer, c'est la moyenne marginale Y. Donc, la moyenne marginale Y, on utilise les centres de chaque classe. Donc, c'est 1 sur le total de 100 multiplié par 2,5 fois 40 plus 7,5 fois 70 plus 2,5 fois 56 et ainsi de suite. On trouve une moyenne marginale qui est égale à 9,6. Après, ce qu'on va calculer, c'est moyenne conditionnelle pour chaque modalité de la variable qualitative, c'est-à-dire la moyenne des notes des femmes et la moyenne des notes des hommes. Alors tout simplement, c'est quoi la moyenne des notes des femmes? C'est 1 sur l'effectif des femmes qui est 120 multiplié par 2,5 fois 16 plus 7,5 fois 34 et ainsi de suite. On obtient une moyenne qui est égale à 10,83. De même pour les hommes, on trouve 7,75. Donc maintenant, pour calculer le numérateur de notre rapport de corrélation, donc on a Y, moyenne marginale, on a moyenne conditionnelle, et on a NI point, les effectifs marginaux de chaque ligne. Application numérique, voilà, on trouve la valeur suivante pour le numérateur. Maintenant, on va calculer le dénominateur. Donc, on aura besoin de la moyenne marginale, qui est égale à 9,6, et les valeurs de Y, c'est-à-dire les valeurs concernant chaque classe, donc c'est le centre de chaque classe, donc 2,5, 7,5, 15. Donc, on fait l'application numérique, N.G, c'est 40, 70, 56, etc. Si on fait l'application numérique, on trouve le dénominateur qui est égal à la valeur suivante. Si on calcule le rapport de corrélation, on trouve 0,08092, c'est proche, beaucoup plus proche de 0. Donc on ne peut pas juger l'existence d'un lien de dépendance entre les deux variables sexe et note. Alors voilà, c'est un indicateur statistique permettant d'étudier le lien entre deux variables, une qualitative et une autre quantitative, sachant qu'il y a d'autres méthodes qu'on va essayer de voir OTP, à savoir analyse de la variance, ou bien ce qu'on appelle l'ANOVA. Alors, troisième cas, c'est analyser deux variables qualitatives. Alors, comment analyser la relation statistique entre deux variables qualitatives? Par exemple, les exemples suivants. Si on cherche à étudier le lien entre la couleur des yeux et le ferté de portée des lunettes, ou bien la couleur des cheveux, le sexe de la personne, les types d'abonnements choisis, etc. Donc, il nous faut un test. Donc, c'est l'occasion de voir des tests. Donc, on va faire un test de Q2, en contingence. Donc, le Q2 mesure les écarts à l'indépendance, c'est-à-dire il mesure la distance numérique entre les effectifs observés et les effectifs théoriques, et on va voir comment calculer les effectifs théoriques. Donc, en bref, le test de Q2 permet de vérifier si les données provenant d'un échantillon aléatoire permettent de conclure à l'indépendance entre deux variables qualitatives dans la population où a été traité l'échantillon. Alors, le tableau de contingence suivant, le test statistique mesure l'écart, la différence entre deux distributions de variables qualitatives. Donc, elle répond à la question suivante. Existe-t-il un lien statistique entre deux séries de valeurs qualitatives? Et comme chaque test, il a son hypothèse nulle qu'on rejette en fonction du résultat. Donc, la fonction nulle H0, c'est les deux distributions sont indépendantes et son alternative H1, il y a un lien de dépendance entre les deux distributions. Donc l'algorithme va essayer de simplifier les choses. L'algorithme de Q2 est le suivant. Donc on commence par formuler deux hypothèses, H0 et H1. H0, les deux caractères sont indépendants. H1, il existe un lien de dépendance entre les deux caractères. L'étape suivante, c'est générer une population théorique. C'est-à-dire générer des effectifs théoriques tenant compte que les deux variables sont indépendantes. C'est-à-dire on essaie de respecter H0. Après, on compare les effectifs théoriques avec les effectifs observés. On calcule ce qu'on appelle Q2 et on compare Q2 avec une table des valeurs de référence ou bien avec une valeur critique ou bien une valeur de référence qui se trouve dans la table de la loi de Q2.
Alors, si la valeur qu'on a calculée est supérieure à la valeur critique ou bien à la valeur de référence, on rejette à 0 et on confirme H1. Sinon, on ne peut pas rejeter à 0. Alors, pour mieux comprendre l'algorithme et le test de Q2, on va voir un exemple simple. Dans un club de sport, on souhaite étudier le lien entre le type d'abonnement choisi et le sexe de l'adhérent. Autrement dit, le type d'abonnement dépend-il du sexe de l'adhérent? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être une femme ou un homme, ça influence le choix de l'abonnement? Alors, on cherche à expliquer le type d'abonnement par le sexe. Donc, la variable explicative, c'est le sexe. Et la variable à expliquer, c'est le type d'abonnement. Donc, il vaut mieux inverser ces deux variables, c'est de mettre le sexe en ligne et le type d'abonnement en colonne. Mais ça n'a aucune influence sur les résultats. Donc, on commence par la première des choses, c'est les deux hypothèses, H0 et H1. Donc, H0, le sexe et le type d'abonnement ne sont pas liés. Son alternative, il existe un lien entre le sexe et le type d'abonnement. Donc, la première étape, on commence par faire la somme des effectifs marginaux du sexe et les effectifs marginaux concernant le type d'abonnement. Dans la deuxième étape, on essaie de générer une population théorique, ou bien des effectifs théoriques, dans laquelle les deux variables sont indépendants, c'est-à-dire tenant compte à 0. Donc, on va essayer de générer la population théorique tenant compte que H0 est respecté, c'est-à-dire les deux variables sont indépendants. Donc, les effectifs théoriques est égal à quoi? C'est l'effectif théorique IG est égal à l'effectif marginal de la ligne I fois l'effectif marginal de la colonne G divisé par l'effectif total. Un exemple est beaucoup mieux. Donc, par exemple, pour calculer l'effectif suivant, donc c'est tout simplement 78 multiplié par 158 divisé par 300. Ça fait 41,08. 78 fois 142 divisé par 300, ça fait 36,92. 120 fois 158 divisé par 300, ça fait 63,2. Et ainsi de suite pour les autres cellules. L'étape 3, c'est calculer le Q2. Alors, c'est les effectifs observés moins l'effectif théorique au carré divisé par l'effectif théorique. Et on fait la somme. Donc, 35 moins 41,08 au carré divisé par 41,08 plus 43 moins 36,92 au carré divisé par 36,92. Et ainsi de suite, on trouve la valeur calculée de Q2. L'étape suivante, c'est de comparer la valeur calculée avec la valeur de référence. Pour trouver la valeur Q2 critique ou bien la valeur Q2 de référence, il faut déterminer ce qu'on appelle le degré de liberté pour interpréter la valeur de Q2. Le degré de liberté est égal à quoi? Nombre de lignes fois nombre de colonnes moins 1. Nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Donc on trouve degré de liberté est égal à 2. Donc on a degré de liberté. Ce qu'il faut maintenant chercher, c'est la valeur Q2 critique. Donc pour trouver la valeur critique, on utilise une table de loi de Q2. Alors, la table de loi de Q2 se présente comme suit. C'est un tableau à double entrée ou bien à deux dimensions. En colonne, on trouve le pourcentage d'erreurs qu'on s'autorise de faire, c'est-à-dire la probabilité d'erreur associée au rejet de A0, et on prend souvent 5%. Et degré de liberté qu'on a calculé qui est égal à 2. Donc, pour un degré de liberté qui est égal à 2 et une probabilité d'erreur de 5%, donc on trouve la valeur Q2 de référence qui est égale à 5,99. Si on compare Q2 de référence ou bien critique avec Q2 calculé, alors si la valeur calculée de Q2 est supérieure à la valeur critique, on rejette à 0. Alors, ce n'est pas le cas. On ne peut pas rejeter à 0 dans notre exemple. Donc, on ne peut pas confirmer l'existence d'un lien entre le sexe et le type d'abonnement choisi. Alors, voilà, c'est la fin
de cette capsule dans laquelle on a essayé de présenter brièvement les notions concernant l'analyse bivariée. Donc, sans tarder, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine capsule dans laquelle on va essayer de voir un TD et un TP corrigés sous EBM et SPSS. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.